Bonjour chers étudiantes, chers étudiants. Après avoir présenté le cours de droit pénal général, on va consacrer quelques séances pour la méthodologie. Bien sûr, la méthodologie, selon le petit Larousse, est l'étude systématique par observation de la pratique, des principes qui la fondent et des méthodes utilisées. Bien sûr, à ne pas confondre la méthodologie avec la méthode. Celle-ci est identifiée également par le petit Larousse comme un ensemble ordonné de principes, de règles, d'étapes qui constituent un moyen pour parvenir à un résultat. C'est-à-dire un ensemble de règles qui permettent l'apprentissage d'une technique ou d'une science. La méthodologie est donc littéralement la science de la méthode ou le discours sur la méthode. Quant à la méthodologie juridique, il consiste en un discours scientifique sur les méthodes applicables dans la théorie et la pratique du droit. Bien sûr, le droit est animé par des méthodes spécifiques qui le particularisent au sein de l'ensemble des disciplines scientifiques. Selon le professeur Jean-Louis Bergel, la méthodologie juridique part du constat selon lequel la connaissance du droit ne se réduit pas à la connaissance des textes de loi et de la jurisprudence et suppose la maîtrise de méthodes et techniques spécifiques impliquant des logiques, des raisonnements, des instruments, des classifications, des qualifications ou encore des modes d'expression adéquats. Il a pour objet, toujours selon le même auteur, d'étudier les moyens qu'utilisent les juristes afin de faire, bien sûr, vivre concrètement et quotidiennement le droit. Elle est donc la science des méthodes du droit ou l'étude du savoir-faire des juristes. Ainsi, pour l'étudiant, afin de réussir ses études de droit, une bonne maîtrise de la méthodologie juridique est indispensable. Les étudiants en droit sont évalués sur différents exercices juridiques nécessitant l'acquisition d'une méthodologie particulière. On trouve la dissertation, le commentaire d'arrêt, le commentaire de texte ou le cas pratique. Bien sûr, il y a des nuances entre ces différentes méthodologies. Par exemple, la conduite d'une dissertation, la résolution d'un cas pratique sont deux épreuves bien différentes. Le libellé des sujets, la démarche intellectuelle requise dans l'action, la présentation finale de l'exercice, tous ces éléments font apparaître avec évidence le particularisme de chacune. Mais dans les deux cas, l'étudiant doit rassembler diverses données du droit positif et les fondre en un exposé synthétique. Il faut donc éviter que ce contraste entre la dissertation et le cas pratique engendre des idées fausses. Pour certains étudiants, surtout ceux qui viennent de rejoindre la faculté de droit, disserter serait brasser des idées abstraites de façon académique et fastidieuse, alors que le cas pratique consisterait simplement à affirmer le bien fondé ou l'inanité des aspirations d'un plaideur placé dans une situation minutieusement décrite. Présentée en ces termes, l'opposition est intrinsèquement inexacte. Certains développements ou observations de la dissertation seront inspirés de la pluralité des situations concrètes dissimulées derrière les termes généraux du sujet. Quant au cas pratique, il existe que l'on apercevoir au fil d'une réponse discursive, bien sûr, les aspects généraux et impersonnels par lesquels l'espèce paraît devoir être soumise à telle ou telle règle. En effet, par-delà la dissertation et le cas pratique, deux prestations intellectuelles bien distinctes et dont on doit nécessairement respecter les caractères, l'étudiant est toujours invité à montrer, outre ses connaissances brutes, des facultés de discernement, de discussion et d'exposition. La prise de conscience de cette commune finalité paraît devoir précéder l'étude spéciale de chacun des deux exercices. Dans ce cours destiné aux étudiants du deuxième semestre, dans le cadre de notre cours du droit pénal général, on va se contenter à présenter la méthodologie de la dissertation juridique.
D'abord, la dissertation juridique consiste à exposer de façon substantielle, cohérente et synthétique les diverses données de l'état et de la science du droit auxquelles fait référence le sujet à traiter. Il s'agit d'une démonstration argumentée dont l'objectif est de proposer une réflexion autour d'un sujet grâce à la mobilisation des connaissances acquises en cours et en travaux dirigés. Toutefois, la dissertation juridique ne consiste pas en une vérification brute des connaissances apprises par cœur, des connaissances bien sûr d'une leçon apprise par cœur. Il nécessite une véritable réflexion personnelle sur le sujet. Il faut ainsi éviter d'avoir une attitude descriptive, mais une attitude réfléchie et critique. Le bon juriste est celui qui a appris à développer son esprit critique et qui est capable de mener un raisonnement juridique sur n'importe quel sujet. Ainsi, la dissertation juridique ne saurait, ou bien surtout la dissertation écrite, ne saurait être confondue avec une simple interrogation destinée à contrôler l'acquisition des connaissances. Il s'agit d'un exercice d'ordre méthodologique qui consiste à démontrer une solution proposée au moyen d'un raisonnement, c'est-à-dire une démarche intellectuelle mettant en œuvre des connaissances juridiques. La dissertation doit donc permettre d'apprécier l'aptitude de l'étudiant, d'une part, à exposer clairement les connaissances juridiques qu'il a acquises et à les organiser selon un ordre logique et cohérent, et à prendre position d'autre part. Pour ce faire, l'étudiant est appelé à suivre un cheminement précis. D'abord, un travail préparatoire est primordial. Et là, la lecture attentive de la question permet d'identifier le sujet en évitant toute mauvaise compréhension de celui-ci. Le meilleur moyen d'éviter les contresens et les hors-sujets est de ne pas se précipiter. Il ne faut pas d'ailleurs se contenter d'une seule lecture et prendre le temps de lire le sujet plusieurs fois, même si la question se résume en une seule ligne. Il faut lire tout, de haut en bas et de gauche à droite. Et là, je vais présenter un exemple qui montre l'importance capitale de cette phase de lecture, que malheureusement certains étudiants prennent à la légère. Un exemple. Une question comme la suivante. Répondez à l'une des deux questions. Suppose que l'étudiant choisisse parmi les questions proposées le traitement d'une seule. Alors que certains étudiants qui tendent à vouloir se précipiter pour débuter au plus vite une écriture rassurante d'idées sur le brouillon et parfois même sur le propre, peuvent éventuellement commettre l'erreur fatale de répondre aux deux questions. Alors qu'une lecture attentive, bien sûr, permettra à l'étudiant de prendre le temps de parcourir les deux sujets pour faire son choix et de consacrer le temps imparti, en général 1h30, à la question de l'examen, au lieu de répartir ce volume horaire sur deux. De même, afin d'éviter les hors-sujets, il faut également définir les termes de celui-ci. Cette définition des termes consiste en une première analyse de sujet et permet de savoir quels sont les points importants ainsi que les limites de ce dernier. Il convient dans un premier temps de dégager tous les termes du sujet de manière isolée. En effet, en droit pénal, une question par exemple sur le commandement légal d'une autorité légitime nécessite de déterminer d'abord la nature de l'autorité et la nature de lien entre elle et la personne chargée d'exécuter le commandement. Dans cette étape, j'aimerais bien attirer l'attention des étudiants que l'un des meilleurs moyens d'appréhender ce qu'est le sujet est justement de s'interroger. Avec quel sujet proche ne faut-il pas confondre ce qu'il faut traiter? Dans l'exemple qu'on vient de citer, on peut chercher si le commandement illégal d'une autorité légitime peut-il justifier l'infraction commise par le subordonné. Il s'agit donc d'opposer d'abord pour mieux poser ensuite.
Encore, il faut prêter une attention particulière à la ponctuation. Une question laisse supposer qu'il s'agira de répondre à celle-ci en argumentant sa prise de position. Encore, il faut faire attention à la rédaction du sujet lui-même, en prêtant attention au singulier, au pluriel, aux mots de liaison, aux articles définis, indéfinis, etc. Après l'étude des différents termes, vient l'étape de l'interrogation du sujet, en se posant la question suivante. Pourquoi cette formulation et pas une autre? Que sous-entend le sujet? Par exemple, prenons les deux questions suivantes. Peut-on réviser la loi pénale et faut-il réformer la loi pénale? Ces deux sujets nécessitent les mêmes connaissances. Cependant, la copie sera construite différemment. Peut-il impliquer que l'on réfléchisse aux obstacles d'une telle réforme? Faut-il oblige à envisager une réponse positive ou négative? Bien sûr, cette phase d'interrogation du sujet aboutit à une première délimitation de celui-ci, qui est nécessaire afin de ne pas tomber dans le hors-sujet. Il s'agit ici de cerner les limites du sujet. Bref, il convient de comprendre le genre du sujet. En effet, un sujet synthétique ne doit pas être abordé comme un sujet d'exposition. Un sujet de comparaison entre deux éléments ne doit pas conduire à décrire successivement chacun des éléments. Concernant le sujet d'exposition, il s'agit de l'exercice le plus simple, puisqu'il consiste à exposer une question déterminée du programme de l'examen. En général, la question a été traitée en une seule fois dans le cours. Cependant, pour éviter l'écueil d'une récitation mot à mot, il conviendra de personnaliser le devoir. Si la question a été traitée sous un plan classique, en deux parties par exemple, il faudra rechercher si un autre plan n'est pas concevable. À défaut, il sera toujours possible de rendre plus suggestifs les intitulés du plan du cours. Quant au sujet de synthèse, il nécessite de réunir plusieurs questions réparties dans l'ensemble du programme. Dans ce cas, il faut éviter le piège qui consiste à ne traiter que le premier aspect du sujet qui vient immédiatement à l'esprit. Il faut prendre du temps pour visionner tout le cours et dresser l'inventaire complet des questions qui se rapportent au sujet. Ensuite, il convient de réaliser une synthèse de ces questions. Pour le sujet de comparaison, c'est une espèce de sujet de synthèse. Il conduit à examiner deux notions qui, souvent, ont été présentées séparément dans le cours. Cependant, l'exercice se complique car il est indispensable d'examiner ces notions en parallèle. Autrement dit, il ne s'agit pas de deux sujets descriptifs distincts, mais d'un seul et unique sujet de synthèse. Lorsqu'il s'agit de sujet-question ou sujet sous forme interrogative, parfois la question qu'on doit traiter est directement posée dans le sujet. Il convient alors de répondre précisément à la question posée. Par exemple, au lieu de donner comme sujet les projets de réforme du droit pénal, l'enseignant peut se référer à des formulations plus ciblées. Faut-il réformer le droit pénal ? On peut également trouver un sujet sous forme d'une affirmation subjective dans lequel l'examinateur propose un jugement de valeur, ou sujet d'un simple intitulé sans jugement de valeur dans lequel l'examinateur reste neutre, ou encore sujet citation, comme celle du juriste allemand Hering par exemple, selon laquelle une règle sans contrainte est un feu qui ne brûle pas, un flambeau qui n'éclaire pas. On peut relever de cette citation le caractère coercitif de la règle de droit. Une règle devient juridique dès lors qu'il est assorti d'une sanction étatique. Parfois, on trouve un sujet sous forme non interrogative, où la question qu'on va exposer n'est pas clairement exprimée dans le sujet.
Dans cette hypothèse, il n'appartient pas à l'étudiant d'inventer n'importe quelle problématique. La problématique préexiste clairement et il doit la trouver ou bien la retrouver à travers le sujet. En général, il a été exposé en cours et il figure dans les manuels. Ceci dit, une fois le sujet délimité, on passe à la mobilisation des connaissances, ce qu'on appelle le brainstorming. Il convient de dégager au brouillon tous les éléments qui peuvent être rattachés au sujet. Il ne faut pas surtout hésiter à ce stade d'utiliser le brouillon avant de passer au propre. Ce travail sur le brouillon est très intéressant puisqu'il permet à l'étudiant de noter tout ce qui lui semble avoir un intérêt pour travailler le sujet. On note donc toutes les réflexions qui nous viennent à l'esprit en utilisant les connaissances personnelles qu'on a retenues du cours, des travaux dirigés, des lectures personnelles d'articles, de la doctrine ou de la jurisprudence, sans occuper dans un premier temps de les organiser dans un ordre quelconque. Le tri viendra après. Ce travail servira à réunir des éléments de fond qui seront ensuite mobilisés utilement lors de la phase de rédaction. C'est pourquoi le regroupement des différentes idées par grand thème permettra de remarquer que certains se complètent et d'autres s'opposent. Certaines idées pourront aussi apparaître complètement isolées et n'avoir aucun rapport avec les autres. Celles-ci seront bien sûr éliminées. Ce rapprochement des idées entre elles est donc nécessaire pour préparer l'étape suivante, à savoir la formulation de la problématique, de la dissertation et la construction du plan qui en découle. Concernant la formulation de la problématique, une fois l'analyse du sujet achevée, l'étudiant possède déjà une idée sur la problématique. Selon l'intitulé du sujet, cette problématique est plus ou moins apparente, mais même sous-jacente. Elle doit, à ce stade de préparation, lui sauter aux yeux, si bien sûr son analyse a été correctement menée. Il s'agit donc de la préciser et de la formuler correctement. À ce stade, il est recommandé de relire encore le sujet afin de s'assurer qu'on ne parte pas sur la mauvaise foi. Il faut ensuite reprendre les éléments dégagés par l'analyse et repérer les contradictions qui en résultent afin de dégager le fil qui unit ces contradictions. En effet, ce fil constitue la problématique, c'est-à-dire la question importante, digne d'intérêt que l'étudiant doit soulever. Une fois la problématique est identifiée, il faut maintenant la formuler, mais il faut faire attention. Formuler la problématique n'est pas reprendre le sujet sous forme d'une question. Il s'agit d'une véritable prise de position, rédigée sous forme affirmative ou interrogative. Il faut impérativement formuler clairement la problématique avant de construire le plan, car ce dernier doit justement y répondre. Quant à la construction du plan, il ne faut surtout pas que le plan proposé par l'étudiant soit à l'origine de ses idées, c'est-à-dire poser, je dirais, à l'aveuglette un plan, puis rechercher les idées pour constituer ses parties. Le plan doit être le résultat des étapes précédentes, c'est-à-dire la lecture attentive du sujet, l'utilisation du brouillon, etc. Il est d'ailleurs la suite logique de l'organisation des idées étalée sur le brouillon. L'élaboration du plan est donc un moment essentiel de l'examen, mais ce n'est pas le plus difficile, car tout est dans la forme. Si l'étudiant a bien compris le sujet et s'il dispose des connaissances nécessaires pour le traiter, bien sûr, alors effectivement, le plan n'est plus qu'une formalité. Bien sûr, des étudiants brillants essayent souvent de faire quelque chose d'original qui leur vaudra un plus par rapport à leurs collègues. Mais
Dans la plupart des cas, surtout pour les étudiants du deuxième semestre auquel ce cours est adressé, vaut mieux s'en tenir à un plan simple en suivant les quelques techniques indiquées dans le présent cours. Il faut partir de l'idée la plus générale pour en arriver aux idées les plus techniques. Le plan d'une dissertation est très important, on vient d'ailleurs de le préciser, car il doit montrer l'évolution de la réflexion propre à chaque étudiant. Cependant, certains étudiants n'hésitent pas à se poser la question sur l'utilité d'un plan. À quoi sert un plan ? Donc, pour répondre à cette question, je vais avancer deux arguments. D'abord, j'aimerais bien me référer, comme le faisaient d'ailleurs Pascal Gauchamp et Maxime Lefebvre dans leur ouvrage « Méthodologie de dissertation », à la formule significative de saint Augustin, selon laquelle la raison est une force qui tend à l'unité. Ainsi, le plan est d'abord un exercice de raison qui doit faire d'un amas de connaissances éparses un tout cohérent et organisé. Il demande donc des qualités de synthèse. L'étudiant doit s'adapter au sujet traité, ce qui exclut la mémorisation des plans tout faits ou préétablis, car c'est le meilleur moyen de déboucher sur le hors-sujet. C'est donc un exercice de réflexion qui est sans aucun doute un bon moyen d'éprouver les qualités intellectuelles de l'étudiant. Ensuite, bien sûr, en s'inspirant d'une expression de Victor Hugo, et c'est là le deuxième argument, cette expression selon laquelle la forme n'est que le fond qui monte à la surface. On découvre que la relation entre le fond et la forme est très serrée, très solide, très intime. En matière juridique, le fond et la forme ne sont jamais en rupture. Ils se complètent. En justice, cette relation est encore plus solide. En effet, la méthodologie juridique est purement formelle et n'a aucun égard pour le fond du droit. Sa fonction est d'observer et d'expliquer ce qu'on appelle la mécanique du droit, quels que soient les résultats que celle-ci produit. Ce qui importe du point de vue méthodologique n'est pas le contenu de la norme, mais les modes d'édiction, d'application et de sanction de la norme. À titre d'exemple, le Code de la procédure civile prévoit une condition préalable de validité à toute action judiciaire. C'est la recevabilité de la demande en justice. De la demande en justice. Donc, toute action en justice, pour être recevable, suppose obligatoirement que le demandeur à l'action ait un droit d'agir, qui englobe la qualité, la capacité et l'intérêt pour agir, selon bien sûr l'article 1er du Code de la procédure civile qui prévoit que ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et l'intérêt pour faire valoir leurs droits. À défaut de ce droit d'agir, l'action sera rejetée pour fin de non-recevoir. La demande en justice est déclarée donc irrecevable, sans que le juge ne puisse valablement examiner le litige au fond. C'est-à-dire, le juge ne pourra pas se pencher sur le fond si l'action n'a pas satisfait certaines conditions de forme. Force donc est de constater que l'élaboration du plan d'une dissertation est une étape très importante puisqu'il repose sur une mise en ordre des idées, ce qui permettra de dégager de grandes idées directrices. D'ailleurs, les étudiants en droit se voient imposer une construction juridique symétrique ou bipartite. C'est à mon sens une inspiration de la balance, symbole de l'équité et surtout de l'équilibre. Chaque partie est composée de 2 sous-parties. Il est vivement déconseillé de passer outre cette construction. Pour bien sûr illustrer ce constat, un cas pratique sera présenté la séance prochaine. Merci pour votre attention.